Bonjour à toutes, à tous. Une ressource aujourd'hui sur les 3 choses que selon moi on ne devrait jamais déléguer, les 3 choses sur lesquelles on devrait garder notre souveraineté. Je m'appelle Macha, je suis thérapeute auprès de personnes boulimiques hyperphages que j'aide à se libérer de l'obsession alimentaire. Et je suis à ce titre la fondatrice de Boule de Vie. Alors, ces 3 choses qu'on ne devrait jamais déléguer: la santé, ses besoins et l'argent. L'idée de faire cette ressource, elle m'est venue, j'étais en voiture hier et j'écoutais le programme de Livia Quero, le dernier programme de Livia Quero sur l'argent. L'argent est un sujet dont je parle beaucoup, qui m'intéresse beaucoup, qui pour moi est un enjeu vraiment de d'émancipation de la femme, un enjeu de souveraineté personnelle. Elle expliquait que la gestion de ses finances, c'est vraiment quelque chose qu'on ne devrait jamais déléguer. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut tout gérer soi-même, qu'il ne faut pas avoir de comptable si on a une boîte, mais que c'est un domaine sur lequel on doit avoir de l'information, on doit savoir ce qui se passe avec notre argent. Donc je partage complètement ça. Pour moi-même avoir beaucoup fait l'autruche vis-à-vis de l'administratif, de l'argent, en me disant, en me rassurant, en me disant que moi, je me rabaissais pas, des considérations matérielles. Ça, en fait, ça m'angoissait énormément, j'y comprenais rien et j'avais pas envie de prendre cette responsabilité. Enfin, je commence donc pas par l'argent, je commence par la santé. La santé, c'est vraiment un domaine sur lequel je considère qu'il est important de garder sa souveraineté. Et c'est là où je vais parler de choses assez épineuses, assez potentiellement délicates, et peut-être dire des choses qui peuvent heurter. Je tiens à dire en préambule de cette partie-là que je suis absolument pas contre la médecine traditionnelle occidentale, que je prends moi-même des médicaments. J'ai eu un petit garçon qui a 1 an et quelques mois. Et après sa naissance, ça a été très compliqué, j'étais pas bien. Et j'ai eu besoin, ça a mis vraiment du temps pour que je me fasse prendre en charge correctement, mais j'ai eu besoin de prendre un traitement médicamenteux, que je prends toujours, pour m'aider à passer ce cap aussi sur le plan chimique, parce que la thérapie suffisait pas, ça allait vraiment pas. Et donc je suis super contente de pouvoir prendre, qu'il existe des traitements et de pouvoir les prendre. Donc j'hésite vraiment pas à être médicamentée ou quoi si besoin. Je suis également, alors je vais le dire comme ça, mais j'ai un diabète de type 1 également et une maladie de la thyroïde pour lesquelles je suis traitée aussi, mais de manière médicamenteuse. Et voilà, enfin, donc l'idée c'est que je n'ai pas d'a priori ou de rejet absolu de la médecine. Je pense que dans certains domaines, les médecins ne sont pas forcément encore super au courant, super formés. Alors quand je dis les médecins, je généralise, ça dépend vraiment, mais voilà, il y a des domaines dans lesquels encore la médecine occidentale n'est pas forcément la plus armée pour aider les gens. Par exemple, dans le domaine des troubles alimentaires qui me concernent, voilà, je trouve que les approches traditionnelles majoritaires sont encore trop centrées sur le symptôme, trop centrées sur des critères comme l'IMC, voilà, comme la présence de vomissements, de compensation, et que donc il y a un tas de personnes qui souffrent effectivement de troubles alimentaires mais qui ne sont pas prises en charge parce qu'elles ne vont pas assez mal vu des critères médicaux traditionnels. Bref, donc je pose ça pour dire que voilà, je suis complètement ok avec la médecine. Je vis en France, voilà, à une époque où la médecine prend une place importante aussi dans ma vie, et c'est pas toujours ok, mais globalement ça l'est. Et donc ça me semble important de dire que même si on peut avoir beaucoup de gratitude pour les avancées médicales, je vais dire un truc très bateau, mais l'humain reste un sujet complexe, l'humain reste un sujet aussi holistique. Il y a tout un tas de choses qui relèvent de l'énergie, de l'invisible, de la pensée personnelle, de plein de choses,
de la sensibilité qu'on peut avoir et qui échappe en fait à la médecine, parce que l'humain n'est pas un objet mathématique, objectif, robotique, mais il y a tout un tas de choses subtiles qu'on ne maîtrise pas en fait, et c'est important de le savoir. C'est important de le garder en tête plutôt, et donc pour moi c'est important aussi de ne pas se déposséder de sa souveraineté quand il s'agit d'être accompagné médicalement. Le sujet auquel je pense, et en fait c'est à celui-là que je pense quand je veux parler de trucs épineux, c'est la question qui concerne, qui est propre au domaine des addictions, qui concerne par exemple la prise de baclofène. Donc si vous êtes sujet ou sujette à la boulimie, l'hyperphagie, il est probable que vous ayez entendu parler du baclofène. Et donc en fait le baclofène est un médicament à l'origine qui a des vertus comment ça s'appelle, décontractantes musculaires, entre autres. Et un médecin, Olivia Mazen, qui est décédé aujourd'hui, qui était alcoolique, a mené des recherches et puis a aussi aidé à ce que des recherches soient menées et a lui-même expérimenté sur lui que en fait la prise du baclofène lui permettait de ne plus ressentir de craving pour l'alcool, c'est-à-dire de ce besoin, vous savez, irrémédiable de boire quand on est alcoolique, ce réflexe toxicomane qu'on ressent pour la nourriture quand on est boulimique ou hyperphage, qu'on peut ressentir pour, voilà, quand on est toxicomane pour certaines substances narcotiques, pour le sexe quand on est addict au sexe, pour les jeux quand on est addict aux jeux, enfin voilà. Donc grâce au baclofène, il a découvert que pris dans certaines conditions, à certains dosages, il n'avait plus d'appétence pour l'alcool en fait, voilà. Et donc et qu'il était capable de boire un verre de verre sans que ça dérape. Donc il a constaté qu'en prenant le baclofène, il n'était plus addict à l'alcool. Voilà. Alors moi je trouve que c'est formidable s'il existe un médicament qui permet de ne plus vivre les symptômes addictifs. Bon, vraiment je me prononce pas sur le baclofène parce que premièrement je suis pas médecin, deuxièmement c'est pareil, c'est un sujet qui est complexe, j'ai pas envie de lancer un débat alors qu'il n'y a pas lieu d'être, voilà. Je connais des personnes que ça a beaucoup aidé, je connais aussi des personnes pour qui ça a eu des effets compliqués, voire dangereux, mais c'est très, voilà, c'est très, comment dire, c'est au cas par cas, quoi. Bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ce qui m'embête un petit peu, c'est que je vois passer beaucoup de personnes qui cherchent désespérément un remède type baclofène, un remède un peu magique, un traitement qu'elles pourraient recevoir qui leur permettrait de ne plus souffrir des troubles alimentaires. Ce que je comprends à 1000% évidemment que quand on souffre d'addiction, on a envie de s'en libérer, évidemment. Mais qui permettrait de ne plus souffrir du trouble alimentaire, mais avec l'idée que de ne pas aller voir tout le reste. Et vraiment, quand on est dans l'obsession alimentaire, l'addiction alimentaire, les crises ne sont pas le problème, c'est pas le problème, c'est-à-dire que à un moment donné, l'obsession ne sort pas de nulle part. Il y a vraiment des grosses angoisses profondes, il y a vraiment une difficulté à être en lien, souvent des schémas assez forts d'abandon, d'instabilité relationnelle, entre autres, hein, qui doivent être adressés, en fait. Et l'idée, c'est que ça me désole toujours que certaines personnes pensent que il faut prendre un traitement et qu'ensuite tout va bien parce qu'on fait plus de crise. Non, enfin, il y a une profonde souffrance à être en vie quand on est dans ces addictions et c'est important de travailler dessus. Et donc voilà, je veux dire, le sujet du baclofène, pour moi, ça peut être une dérive de je me dépossède de ma responsabilité complètement, je vais pas voir ce qui souffre en moi, ce qui n'est pas aligné, je délègue ma responsabilité à ce médicament parce que derrière je fais plus de crise. Ça c'est un exemple. Et donc dans le domaine de la santé en général, pour moi c'est vraiment important d'avoir confiance dans la science et dans les avancées, mais de jamais se déposséder de sa responsabilité personnelle en fait,
Alors, il y a des situations dans lesquelles on n'a pas tellement le choix. Si vous êtes dans le coma, si vous faites un arrêt cardiaque, voilà, à un moment donné, de fait, vous êtes obligé quelque part de faire confiance complètement à la personne qui intervient sur vous parce que vous n'êtes pas réveillé. Donc, il y a des situations comme ça d'extrême vulnérabilité dans lesquelles c'est soit on fait confiance aveuglément, soit on meurt. Donc, voilà, je veux dire, le choix est... si tant est qu'il y a un choix, le choix est évident, il est vite fait. Donc je ne parle pas de ces situations d'exception dans lesquelles on est complètement on ne peut qu'être complètement... on ne peut que mettre la responsabilité entre les mains de la personne sachante. Je parle de toutes les autres situations dans lesquelles on n'a pas de raison objective de se déposséder de ce qui se passe. Et en fait, globalement, ce que je veux dire, c'est que on peut faire confiance à la médecine, on peut faire confiance aux médecins, et pour autant garder sa responsabilité, par exemple, en demandant, en posant des questions, en se renseignant sur ce qui se passe pour nous, en étant transparent et clair aussi sur nos difficultés. Alors, je sais que parfois, elles ne sont pas entendues, je le sais. Vraiment, de se dire, je ne me laisse pas administrer quelque chose si je ne comprends pas comment ça marche. C'est tout simplement ça. C'est pas d'être dans le complotisme, la défiance. En plus, en ce moment, c'est très facile Enfin, je sais que c'est dans l'air du temps aussi. Donc, c'est pas de croire à rien, de tout remettre en question, mais c'est vraiment, j'ai confiance, mais j'ai une souveraineté, j'ai une connaissance de ce qui se passe, notamment quand c'est quelque chose qui m'est administré. Là aussi, il n'est pas question forcément de psychoter et d'aller faire des recherches pour une thèse en médecine, mais de ne pas se déposséder de ce qui se passe. Voilà. Et moi, je me souviens par exemple que lorsque, encore une fois, je parle de ça, mais parce que c'est mon actualité, mais lorsque j'ai appris ma grossesse, il a été tout de suite question d'un déclenchement médical, parce que quand la maman est diabétique, c'est le protocole, c'est ce qu'on m'a dit. Et évidemment, ça m'a beaucoup inquiétée, je me suis beaucoup documentée. Le problème quand on se documente seul, c'est qu'on tombe un peu sur tout et n'importe quoi. J'avais beaucoup de questions, je le sentais pas. Et d'ailleurs, je le sens toujours pas, hein. Je veux dire, ça s'est passé comme je le redoutais. Mais il y a une chose que j'ai faite, c'est que vraiment, j'ai pas cédé à la tentation de me laisser faire en ayant des zones de doute. Je me souviens de discussions où vraiment je savais que ça emmerdait vraiment les gens en face de moi, obstétriciens ou sages-femmes, pas parce que parce qu'elles n'avaient pas le temps, parce qu'elles avaient autre chose à faire, elles avaient des gens à voir. Mais j'ai posé mes questions, je les ai posées et reposées et je n'ai pas accepté qu'on me dise c'est comme ça, c'est le protocole. Et c'est pas confortable, c'était pas confortable pour moi d'être dans cette posture d'emmerdeuse, mais c'était pas ok de ne pas savoir ce qui se passait pour moi. Pour une raison aussi qui est toute bête, c'est que les médecins peuvent être super compétents, super formés, super empathiques, super bienveillants et soucieux de notre santé, mais ils ne sont pas à notre place, ils ne sont pas dans notre corps, ils ne ressentent pas ce qu'on ressent. Et avoir confiance n'exclut pas de rester aux commandes et d'informer de nos préoccupations, de nos craintes. Et je pense que, mais c'est pas, c'est encore une fois pas pour dire, les médecins, on a un système franchement hospitalier qui est hyper lourd pour les soignants, on leur demande énormément de choses, et donc c'est évident, enfin je veux dire, je comprends que ce soit pas possible pour les soignants de toujours répondre de manière individualisée à tout le monde. Mais quand il s'agit de quelque chose de vraiment important, quand il s'agit d'une intervention qui peut avoir un tel impact sur notre vie, quand il s'agit de prendre un traitement, je crois que c'est important de s'autoriser à avoir toutes les réponses à nos questions. Et je pense que c'est rarement urgentissime. Souvent, on a le temps. On peut prendre ce temps d'avoir des réponses à nos questions. Bon, et en même temps, je dis tout ça, et en même temps que je parle, je pense à tous les contre-exemples qu'on peut m'opposer, mais peu importe. Pour moi, l'idée, c'est qu'il y a de quoi avoir confiance, mais in fine, c'est notre corps, c'est nous qui vivons dedans, c'est nous qui assumons les conséquences, c'est nous qui sentons. Et donc,
c'est plus safe pour tout le monde qu'on ne se dépossède pas de notre souveraineté sur notre corps, de notre santé. Voilà. Ça, c'était le premier domaine. Le deuxième domaine qui, pour moi, est essentiel, dans lequel je crois vraiment que, enfin, faut pas déléguer ses besoins, faut pas déléguer les besoins, je l'ai dit. Donc, déléguer ses besoins. Et ça, mais c'est vraiment si je puis dire, un cheval de bataille que j'ai dans mon travail. C'est que là aussi, bon, bah, je vais balancer des lieux communs, mais bon, c'est pas grave. On vit dans une société qui est quand même surtout faite pour les hommes, par les hommes, donc au sens masculin, et qui est aussi faite majoritairement par et pour des personnes neurotypiques. C'est pas pareil, c'est pas pour crier à l'injustice ou quoi, c'est juste un constat tranquille que je fais. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société telle qu'elle est organisée aujourd'hui n'est pas faite pour prendre en compte nos besoins individuels, nos rythmes, etc. Je donne un exemple tout bête. L'organisation de la vie ne prend absolument pas en compte, par exemple, les cycles menstruels féminins. Et quand on parle des règles, il y a tout un tas d'hommes même de femmes d'ailleurs, hein, qui disent « mais attends, ça c'est privé, c'est secret, c'est dégueulasse, ça me regarde pas, etc. » Voilà, enfin, faut qu'on se débrouille avec ça en silence, alors que les cycles menstruels influencent de manière évidente et constante notre vie en tant que femme. Et donc il y a quelque chose d'assez aberrant à faire comme si c'était pas là, à en faire un truc secret et tabou, alors qu'en fait c'est juste, ça a une importance énorme dans notre rythme, dans notre capacité dans notre capacité de concentration, de productivité, de présence. Enfin, ça impacte tellement de choses que en soi c'est complètement absurde qu'on fasse comme si c'était pas là. Je parlais du fait que la vie soit pas vraiment organisée pour les personnes neuroatypiques. Là aussi, quand on a une condition hautement sensible ou qu'on a une personne qui a une personnalité atypique, quelle qu'elle soit, on n'a pas les mêmes besoins. On peut avoir des besoins plus importants en termes de repos, en termes de besoins de récupération, en termes de besoins de calme, d'isolement. Enfin, tout simplement, on a des besoins différents. Tout le monde a des besoins, voilà, on n'a seulement pas tous les mêmes. Et donc, ça n'a pas de sens de se faire dicter nos besoins et de chercher à s'adapter à des besoins qui ne sont pas faits pour nous. Mais ce que je dis, c'est évident. En même temps, c'est tellement important. Tellement, tellement important. Et donc, quand on est une femme hautement sensible, ben, le paradoxe, c'est qu'on a tendance à vouloir s'adapter à ce qu'on attend de nous, à vouloir s'adapter à l'organisation sociétale, sociale telle qu'elle est, en se disant « je suis fatigable, je ne suis pas productive, je ne fais pas suffisamment, etc. » en se remettant en question, alors qu'en fait, l'organisation n'est pas faite pour nous. Et donc, on a vraiment cette responsabilité de rester souveraine sur nos besoins, de ne pas nous faire dicter ce qu'on est censé éprouver, ressentir ou ce dont on a besoin par des personnes qui ne sont pas à notre place. C'est évident, et ça va dans les deux sens, hein, c'est pas que pour les femmes, mais je veux dire que, a priori, quand on est une femme, et en plus une femme hautement sensible ou neuroatypique, on a des besoins qui ne s'inscrivent pas du tout dans ce que propose l'organisation sociétale classique. Ouais, par exemple, le travail 5 jours sur 7, ben, ça ne suit pas une logique personnelle, cyclique. Ça ne suit pas nos vrais besoins. Les horaires de travail classiques ne suivent pas nos vrais besoins. Alors, on ne peut pas faire ce qu'on veut, bien sûr. Enfin, on est soumis à un principe de réalité. Si on est comme la plupart des gens, a priori, on a besoin au moins à un moment donné de notre vie de gagner un revenu. Et ce revenu, il y a des chances qu'à un moment donné de notre vie, il passe par du travail, peut-être salarié, et donc qu'on soit soumis à des contraintes extérieures. Donc l'idée, c'est encore une fois, pas de faire confiance à personne, d'aller se mettre dans une grotte et de ne pas vivre dans la société, mais simplement de rester aux commandes vis-à-vis de nos besoins, et partout où c'est possible, de faire
comment dire, de respecter ce dont on a besoin effectivement et pas les besoins qu'on attend de nous, en fait, les besoins qu'on projette sur nous, parce que ces attentes-là ne correspondent pas avec nos besoins profonds. Voilà. J'espère vraiment que c'est clair, parce que c'est super important. Voilà, et donc le troisième point, le troisième domaine qu'on ne devrait jamais déléguer, et ça c'est vraiment donc Livia qui m'y a fait penser, eh ben, c'est l'argent, c'est la gestion financière. Donc l'idée c'est que là en fait je vais encore parler un petit peu de mon expérience. Comme je disais au début de la vidéo là ou de l'audio, moi j'ai vraiment assez longtemps fait l'autruche en fait avec l'argent et tout ce qui était administratif. Ça m'angoissait beaucoup. J'avais décidé que j'y comprenais rien et puis j'avais décidé que c'était un truc austère et chiant et que ça me rendait pas libre et que j'allais y aller un peu en freestyle et que je verrais bien comment ça se passe. Et ça me mettait souvent dans des situations assez douloureuses, assez difficiles. Alors, je dis ça, ça m'empêchait pas de faire les choses vraiment importantes, mais globalement, j'avais tendance quand même à pas mal laisser traîner, à pas m'occuper de mes affaires. Et alors, ça surtout pas m'intéresser à l'argent, parce que moi, je voulais me raconter que j'étais quelqu'un de pas matérialiste, que j'étais au-dessus de tout ça, etc. Et puis, en réalité, j'ai découvert que... qu'on ne peut pas se prétendre libre si on n'en a pas les moyens matériels. Et là, j'ai pas envie d'ouvrir un débat philosophique, voilà, la place de l'argent. Moi, c'est ma croyance, ça veut pas dire que c'est la vérité, c'est ma croyance. Et c'est une croyance qui est fondée sur mon expérience de vie. Je considère à l'heure actuelle que je ne peux pas être totalement libre si je ne suis pas libre financièrement, matériellement. Et donc, je me suis intéressée à l'argent, j'ai assumé de m'intéresser à l'argent de plus en plus, ça n'a pas été évident. C'est pas terminé, hein, c'est en chemin, c'est pas, voilà, c'est pas un sujet qui est archivé. Mais je crois qu'aujourd'hui, je suis assez tranquille avec le fait que l'argent est un sujet qui m'intéresse. Je le disais aussi ça au début, je crois vraiment que c'est il y a un enjeu derrière d'émancipation féminine. Parce que là aussi, avoir des moyens matériels donne plus d'options quand même dans la vie que de ne pas en avoir. Je regarde, par exemple, j'ai un petit peu peur de vous saouler avec ça, mais bon, c'est ma réalité du moment. Je parle encore et toujours maternité. Et vraiment, depuis que j'ai eu mon petit garçon, je vois vraiment à quel point le fait de manquer de ressources financières me rend extrêmement dépendante de mon conjoint, de sa famille, de ma famille, enfin de... Et puis au-delà de ça, même sans être dépendante, me restreint dans mes décisions, dans mes possibilités. Je vois que par exemple, je n'ai pas eu l'espace et la possibilité de développer mon activité comme je l'aurais voulu parce que je suis financièrement limitée. Et ça sert à rien de me dire l'argent n'est qu'une excuse. Non, c'est pas vrai. C'est pas qu'une excuse. Il y a des choses qu'on peut faire sans argent, mais au bout d'un moment, on a quand même moins d'options. C'est tout. C'est ma croyance et elle se vérifie assez bien. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui. Voilà. Et donc, je m'intéresse à l'argent et puis je découvre que, en fait, je n'avais aucune connaissance ou éducation financière et que donc, je faisais n'importe quoi comme on est plein à le faire et que j'avais adhéré complètement aux croyances qu'on m'a inculquées et qu'on nous a inculquées à beaucoup comme, je sais pas, par exemple... l'argent tombe pas du ciel, faut travailler dur, faut bien travailler à l'école, trouver un boulot pour avoir de la sécurité, etc. Bon, je dis pas que ces croyances sont fausses dans l'absolu, c'est juste que elles ont beaucoup de limites. Et en fait, moi, je croyais vraiment que si je travaillais bien à l'école et que je faisais des études prestigieuses et qu'ensuite je rentrais au bon endroit, que j'avais le bon job, je pensais que je serais en sécurité, que voilà, je serais sauvée. Et puis, bien sûr, j'ai découvert que non. J'ai découvert que même quand on croit qu'on est vraiment dans une voie qui est sécure,
n'y a pas vraiment de sécurité. Et donc j'ai découvert que la vraie sécurité, c'était la connaissance. C'était de savoir ce qui se passe, de savoir comment fonctionne l'argent. Mais de manière vraiment neutre, sans jugement, sans... Vous voyez, il y a des règles dans l'argent fonctionne selon des règles. Et puis, bah, c'est soit on les juge, on les rejette, soit on les regarde tranquillement et on apprend à faire avec. Et donc c'est de ça que je veux parler. De toute manière, là aussi, niveau financier, de fait, on délègue un petit peu, puisque quand on a un compte en banque et qu'on pose son argent dessus, bah, on délègue quelque part la gestion de cet argent à une banque. Et c'est très bien, je veux dire, il ne s'agit pas de garder son argent sous son matelas, c'est pas intelligent financièrement comme décision. Mais l'idée c'est, je sais que moi par exemple, j'aurais pu payer quelqu'un pour gérer l'argent à ma place, pour que j'ai pas à y penser. Avec cette envie toujours de me déposséder de ce qui me gonflait, de ce qui me semblait inconfortable. Et vraiment, je me rends compte que c'est pas une bonne idée, que tout s'apprend, qu'il n'y a pas de raison que la connaissance financière, elle soit réservée aux hommes ou à certaines classes professionnelles ou sociales, et que je crois que c'est vraiment important que chacune d'entre nous, surtout chacune, prenne la responsabilité de son éducation financière. Parce que c'est un enjeu de liberté et d'émancipation. Et donc c'est ça que je veux dire quand je dis que je partage complètement ce que dit Livia quand elle dit qu'on ne faut pas déléguer la gestion de son argent. C'est que même si on est épaulé, même si on est conseillé, c'est important de savoir ce qui se passe, de garder un regard, une lucidité sur ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe et de ne pas se laisser déposséder. C'est exactement comme avec l'exemple de la santé. Si à un moment donné vous devez vous faire opérer, bah, vous serez sous anesthésie et pendant l'opération, vous ne pourrez pas avoir le contrôle sur ce qui se passe. Mais rien n'empêche en amont de se renseigner, de poser des questions. Hein, c'est un peu ça l'idée. Voilà. Plus globalement, en fait, c'était vraiment une vidéo sur la responsabilité personnelle et la souveraineté personnelle. Et bon, je vais élargir sur quelque chose d'un peu plus grand, élargir sur quelque chose d'un peu plus large. Mais probablement que je ferai une ressource là-dessus, parce que c'est trop important. C'est la responsabilité en général et cette propension qu'on peut avoir en tant que femme. Je dis bien qu'on peut avoir, parce que je sais que toutes les femmes l'ont pas. Mais moi, c'était beaucoup mon cas et je suis en train de le déconstruire, de vouloir mettre la responsabilité de son bonheur, de ses choix, de ses valeurs, de ses besoins entre les mains de tierces personnes et notamment d'hommes. Et je pense que ça, c'est extrêmement dangereux. Si on tombe sur quelqu'un de bienveillant, tant mieux, mais ça veut aussi dire qu'on n'a plus le contrôle. Et souvent, on fait ça pour échapper à l'inconfort de devoir prendre nos responsabilités. Ça me fait très, très fort penser évidemment au livre Le syndrome de Cendrillon, je crois de Colette Dowling, il me semble. Voilà, donc, elle parle de ça exactement, que c'est une sorte d'essai un peu historique dans lequel elle explique que les femmes majoritairement ont accepté de donner leurs responsabilités, leur souveraineté aux hommes, de les laisser s'occuper des sujets inconfortables et que ce faisant, bah en fait on s'est retrouvés aliénés. Et voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit et je vous dis à bientôt.